Comme beaucoup d'entre vous, je suis Superwoman, Madame Parfaite. Oui, c'est moi là. Madame Parfaite, en fait, vous savez, c'est la déesse Shiva, celle qui a un biberon dans... Ne vivant plus dans les illusions des autres, je vis dans mes rêves, qui sont ma réalité. En paix, debout, citoyenne et engagée, comme un phénix. Avec Flo, les entretiens puissants au-delà de la résilience. Nadalette, la première fois que je vous ai entendu, c'était en 2018 lors du TEDx Women Champs-Élysées à Paris. Déjà à l'époque, vous m'aviez tapé dans l'œil, une femme bien ancrée sur ses deux pieds, des béquilles non loin certes, mais une histoire personnelle a coupé le souffle à tel point que je ne sais par où commencer pour vous présenter. Dois-je d'abord parler de votre carrière à des postes à responsabilité au sein de grands groupes internationaux tels qu'IBM, Thales ou Apple à vos débuts, en étant toujours overbooké? Entre deux avions, deux réunions, une femme évoluant parmi les quelques autres présentes dans ce monde industriel et numérique archi-masculin, mais dont vous n'avez pas peur, jamais, en étant témoin du plafond de verre. Ou bien dois-je présenter la mère que vous êtes devenue à 40 ans en donnant naissance non pas à un, mais à 3 enfants, 3 magnifiques filles, qui sont des jeunes femmes aujourd'hui, on y reviendra, avec cette incroyable énergie qui vous caractérise. Cette mère superwoman qui vit à 500 à l'heure, Madame Parfaite, la déesse Shiva, qui continue à diriger sa vie professionnelle avec, je vous cite, un biberon dans une main, un pack de lait dans l'autre, un ordinateur, un téléphone, le discours de son boss, les places pour le spectacle, n'oublie pas chérie, les biscuits mouillés dans une poche de parka, et puis, évidemment, un pied dans un avion, l'autre dans une Louboutin, et pas de collant filé. Aujourd'hui, cette vie à 1000 à l'heure n'est plus là et pourtant vous avez une énergie folle, celle de la vie d'être vous, celle qui vous a amené à vous réaliser à travers l'un de vos rêves de jeunesse, l'écriture. Vous êtes devenue écrivaine, passeuse de mots et conférencière. Vos prises de parole en public sont inspirantes et vous faites partie de ces femmes qui nous portent, nous transportent. Votre intervention « Rien ne nous arrive par hasard » m'avait d'ailleurs interpellée parce que vous y parliez affrontement de nos peurs, écoute de soi et surtout, toujours avec humour, pourquoi vous vous êtes sentie toute puissante une grande partie de votre vie, ou plutôt devrais-je dire de votre survie. Parce que oui, vous êtes une survivante, vous êtes une résiliente. Mais cela ne s'est pas fait en un jour. Votre histoire familiale a pesé un sacré moment sur vos épaules, sans même que vous ne vous en rendiez compte. Elle s'est rappelée au bon souvenir de Madame Parfaite en 2014, tout ce qui passe à travers les générations, les secrets, les non-dits, tout ce qui est générateur de petites morts que l'on tente d'éviter, finit toujours par nous percuter de plein fouet si on ne s'en occupe pas. Wonder Woman s'est écroulée après un accident opératoire. Vous avez subi la lésion de votre moelle épinière, ce qui vous a laissé paraplégique, et que vous racontez dans votre livre « Le roseau penchant, histoire d'une merveilleuse opération » paru aux éditions Fauve. Entre la pro parmi les hommes, la mère et l'épouse parfaite, un accident opératoire qui, plus qu'un drame, fut le début d'une renaissance, de votre résilience, je choisis celle que vous êtes aujourd'hui. Celle à qui je ressemble avec 20 ans de moins, celle qui a un jour décidé d'écouter sa voix intérieure. Bonjour Nadalette. Bonjour Florence. Aujourd'hui, vous êtes votre propre Jedi et vous invitez aussi les autres à le faire. On vous retrouve sur scène pour un nouveau TEDx « Je ne veux pas crever ». Ah oui, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en fait, avant d'être mon propre Jedi, c'est-à-dire à la fois mon apprenti et mon maître, ce que je souhaite à tout le monde et à vous en particulier, eh ben, mon Dieu, ça a pris quand même sacrément du temps. On va se dire que ça a pris du temps et en effet, il y a eu 10 000 contraintes personnelles, professionnelles. Il y a eu toutes les injonctions que les autres m'ont fait et que je me suis faites. Il y a eu toutes les obligations que je me suis créées. Il y a eu plein de choses qui fait que pendant très très longtemps, j'ai joué des rôles. Et j'ai joué des rôles qui n'étaient pas forcément le mien, qui n'étaient pas forcément qui je suis. Nonobstant, il ne faut pas pour autant jeter le bébé avec le bain ni Nadalette avec ses vies passées, parce que toutes ces vies passées, tous ces rôles que j'ai pu jouer, ils faisaient partie de mon cheminement et de ma capacité à apprendre, à évoluer et à renaître un jour. Alors oui, aujourd'hui, plus personne ne vit à ma place et c'est ça la clé de ce nouveau TEDx, le deuxième du nom, Je ne veux pas crever, qui est sorti donc
il y a quelques mois avec TEDx à Razé-Métier-Bordeaux. Et pourquoi je ne veux pas crever? Parce que oui, on sait tous qu'on va mourir, mais ne pas crever, c'est avoir cette capacité à partir d'un certain moment de trouver vraiment le sens de sa vie et la trace qu'on veut laisser dans le monde. Alors, il a fallu en effet que mon corps lâche il y a 6 ans pour que je me rencontre. Pendant 9 mois, j'ai été enfermée dans mon corps, 9 mois hautement symbolique, n'est-ce pas, Florence? Mon Dieu, 9 mois pour une femme, qu'est-ce que c'est? Et puis, dans ce temps de 9 mois où je me suis mise au monde, où je me suis accouchée, j'ai pris le temps d'écouter ma voix intérieure, celle que je muselais quand même jusqu'à 59 ans. Donc, on peut dire que j'avais une certaine obstination à ne pas vouloir m'écouter. Et c'est cette voix qui s'exprime à travers moi aujourd'hui, très clairement. Oui, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que beaucoup, malheureusement, ne l'écoutent pas et qui eux, ou elles, en crèvent. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à sauter le pas et à s'entendre. Mais Florence, j'en ai crevé pendant fort longtemps. Mais cette façon de crever qu'on a tous et toutes à certaines périodes de sa vie, c'est pas une mort définitive. C'est pas une épreuve qu'on ne saurait traverser. C'est une façon d'expérimenter le confort d'un carcan, c'est une façon d'expérimenter le conformisme, c'est une façon de chercher à être aimé, à plaire, etc. Et ce n'est qu'au bout d'un certain temps qu'on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas eu un bon ou un mauvais moment dans tout le parcours le plus divers qu'on a pu expérimenter, et que le sens de la vie, c'est le cheminement, et ce sont ces étapes successives, importantes, contradictoires, paradoxales, ces étapes où, en effet, je me suis contraint, je me suis enfermé, j'ai été enfermé, j'ai vécu dans le palais des illusions, j'ai entraîné d'autres gens avec moi, et puis peu à peu, le monde s'est ouvert, mon monde s'est ouvert, ma conscience s'est ouverte, et peu à peu, j'ai ouvert les yeux et je me suis rendu compte que oui, il y avait autre chose à vivre et ça s'est pas fait du jour au lendemain. Même avec cet accident, en effet, quand je me suis réveillée de cet accident opératoire, et que j'ai vu que ma vie était fracassée, ma vie de femme active, ma vie de mère, ma vie d'épouse, etc. J'étais pas extrêmement bien. Je suis passée par toutes les phases du deuil. Mais même auparavant, quand j'avais, à partir, disons, de la trentaine, à partir du moment où j'ai commencé un peu à regarder à l'extérieur, il y a eu tout un questionnement qui a jailli en moi. Il y a eu des moments où je me suis sentie vraiment dans un monde qui n'avait pas de sens, où j'ai cherché le sens et aussi les références à la fois morales et éducatives qui pouvaient me manquer, où j'ai arrêté, où j'ai repris, où j'ai pris une année sabbatique, plein de choses, plein d'essais de vie pour essayer de trouver qui j'étais, avec plus ou moins de succès. Je pense qu'il y a eu des choses qui m'ont fait prendre conscience de façon plus aiguë à chaque fois de cette nécessité de m'ouvrir et d'évoluer. Il y a eu en effet le questionnement sur le sens de ma vie, puis il y a eu la découverte du féminisme, de la sororité en entreprise, parce que j'ai évolué sans état d'âme pendant à peu près 20 ans dans un monde d'hommes, en ayant adopté leur tic et leur comportement pour mieux faire de l'entrisme, pour mieux maîtriser et faire mon trou dans cet univers qui ne m'attendait guère. Donc il y a eu cette période de sororité et de féminisme qui a été très important, parce qu'un jour, je me suis rendu compte que moi, ce que je ressentais au fond de moi-même, qui était que ce monde dans lequel je réussissais fort bien d'ailleurs, n'était pas vraiment bienveillant à mon égard, et que j'avais de la peine par rapport à mes petits camarades mal à trouver ma place, à faire entendre ma voix, à faire respecter mes idées, à aussi signer ce que je faisais. Beaucoup de gens avaient tendance à me faire bosser et puis à prendre à leur compte ce que je produisais. Enfin, des choses somme toute toutes classiques, hein. Puis un jour, en effet, je me suis rendu compte que ce que je ressentais, beaucoup d'autres femmes le ressentaient. Je me suis rendu compte que la parole de ces femmes, quand on était ensemble entre femmes, elle était totalement différente. Et que donc, l'expression de la femme dans l'entreprise, l'expression de la voix de la femme, il n'y en avait pas de possible. Et nous nous exprimions, en effet, et ça a été le bien des réseaux sociaux et des réseaux sociaux entre femmes au départ. Je ne nie pas l'importance d'associer les hommes à notre évolution, mais je dis que le fait d'être entre femmes au départ, ça nous a redonné une confiance, une écoute, une appréciation de soi-même que nous ne trouvions plus. Et puis ensuite, dans les grands moments de la vie, alors, qui pour moi, mais c'est pas forcément le moment de toutes de façon aussi fulgurante,
Personnellement, j'étais absolument pas intéressée par la maternité. L'idée d'avoir des enfants ne m'effleurait pas. Ça n'avait jamais été mon rêve, ça n'est pas été la chose petite fille où je me disais, oh mon Dieu, le jour où j'aurai un enfant dans les bras. Non, ma vie, je la voyais vraiment très, très, très différente et ça ne me chatouillait pas. Et ça a dû quand même me chatouiller parce que à 36 ans, je me suis retrouvée, et pas par le fruit de l'Immaculée Conception, enceinte de jumelles. Et donc, je peux vous dire que ça, c'est une grossesse. Quand on ne s'attendait pas à une grossesse, ça fait une sacrée grossesse. Et que, à partir du moment, la grossesse a été un moment merveilleux parce que j'ai beaucoup apprécié le fait d'être enceinte physiquement et émotionnellement. Mais nonobstant, le moment où mes filles sont venues au monde et où je les ai tenues dans mes bras, mon cœur, mon esprit, ma tête, mon corps, tout a basculé. C'est-à-dire que j'ai découvert ce qu'on peut appeler l'amour inconditionnel, que je pense toujours inconditionnel quand je pense à elle. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on est mère et où on a des filles, peut-être aussi quand on a des garçons, mais en tout cas moi, ça m'a fait me questionner parce que je me suis dit, ok, regarde le monde dans lequel tu as évolué. Tu as 36 ans, regarde ces 20 dernières années, tout ce que tu as souffert, tout ce que tu t'es battu, tout ce que tu as détruit de toi-même pour arriver là où tu es. Je n'ai pas du tout envie que mes filles vivent la même chose. Je n'ai pas envie que mes filles rencontrent les salauds que j'ai pu rencontrer. Je n'ai pas envie, que ce soit sur un plan professionnel ou sur un plan personnel, je n'ai pas envie qu'elles aient à se battre sur les mêmes choses. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que mon féminisme, qui était plus latent, enfin plus intellectuel, il est devenu très viscéral, sans pour autant que je sois militante. C'est-à-dire, pour moi, c'est encore une autre étape qui n'est probablement pas la mienne. C'est-à-dire, je pense que je peux être féministe dans une approche non combattante des relations entre les sexes et entre les genres. Mais ça, c'est une autre histoire. Et toujours est-il que cette maternité, elle a été un électrochoc incroyable. Cette maternité et cette relation à vos filles, vous le disiez, ça a été une réelle découverte pour vous dans le lien aussi. Vous, dans votre lien à votre mère, dans votre histoire avec votre propre mère, tout ce qui pouvait résonner, faire résonance. Oui, ben justement, il n'y avait pas de résonance. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que le fait d'être mère ne m'avait pas effleuré. Parce que globalement, n'ayant pas été accueillie par une mère, n'ayant pas été aimée par une mère et n'ayant pas expérimenté ce qu'était la relation mère-fille, alors, je la voyais bien chez des copines, chez des amis, mais c'était quelque chose d'assez lointain et incompréhensible, enviable, mais incompréhensible. Le jour où mes deux filles sont arrivées, puisque ça a commencé par elle et la troisième, ça a fait exactement le même effet, ce double effet qui se coule, ça a été l'émerveillement parce que je me suis dit, mais bon sang, c'est pas possible qu'un truc comme ça, que cette relation existe et que ma mère l'ait loupée. J'ai été triste, franchement, pour elle. Pour moi, bon, j'avais pas une mère, mais je vivais autre chose avec mes filles, donc ça réparait cette relation. Et pour elle, j'ai dit, pas de bol, hein, franchement, là, ma belle, t'as loupé ta vie, parce que ça a été un moment d'émerveillement, et ça n'a pas arrêté d'être émerveillant, c'est-à-dire même quand elles ont été adolescentes, et chiantes comme toutes les adolescentes, je suis toujours en permanence en émerveillement. Et je comprends à la fois leur amour, et je comprends leur besoin de distance, et je comprends leur évolution dans la vie, je comprends qu'elles ont besoin de couper le cordon, et je suis extrêmement heureuse qu'elles le coupent, parce que c'est nécessaire, et en même temps, ma porte est toujours ouverte, et je suis extrêmement fière de mes filles. Mais vous comprenez quand même beaucoup de choses, et c'est pas donné à tout le monde non plus. Votre propre mère, qu'est-ce qu'elle a compris de son histoire, ou qu'est-ce que vous avez compris de cette histoire qui l'a amenée à ne pas réussir à donner de l'amour ou à créer du lien? Alors, je crois que j'ai vraiment arrêté d'essayer de comprendre son histoire. Déjà, j'ai un gros boulot pour comprendre la mienne, et ça, c'est déjà pas mal. Par contre, ce que j'ai fait depuis, et plus récemment même que la maternité, c'est-à-dire que j'ai accepté qu'elle était comme elle était. C'est-à-dire, je ne lui en veux pas, et je me suis apaisée dans cette relation avec elle. Maintenant, moi-même, je suis pas une mère parfaite. Par exemple, j'ai été vraiment tellement éblouie par mes filles, et j'ai eu tellement envie de leur donner tout ce que je n'avais pas eu, que j'ai été certainement dans une certaine mesure une mère trop laxiste. Elles diront que j'ai été trop dure, mais elles n'avaient pas besoin de dire qu'elles voulaient quelque chose pour l'avoir. Enfin, je veux dire, j'étais en permanence en train de regarder comment
je pouvais leur faire découvrir quelque chose, leur apprendre quelque chose, leur donner quelque chose, que leur vie soit... un jour, je l'ai dit sur la scène du Zénith, j'étais une mère sacrificielle, et pour moi, je leur devais de vivre dans une espèce de palais des illusions. Et je pense qu'elles ont eu une enfance extrêmement choyée et protégée, et j'en suis ravie. Maintenant, c'est vrai que même si j'ai créé pendant un certain temps la réalité que j'aurais souhaité avoir, et que j'ai fait en sorte que rien ne les dérange pendant toute leur enfance et leur adolescence autant que je peux, à un moment, c'est mon corps qui m'a lâché et qui nous a tous emmenés dans un bouleversement systémique, familial, le mien et le leur, qui fait que la mère toute puissante qui gérait la vie familiale d'une façon la plus complète possible a disparu corps et bien, et ça a certainement été aussi un choc. Et ça leur a permis, parce que je pense qu'il y a un bénéfice à tout cela, ça leur a permis de ne pas mettre la mère sur un piédestal, de voir qu'elle était ô combien faillie, ô combien imparfaite, et de reprendre aussi leur vie en main, comme on doit le prendre quand on est femme ou quand on est homme et qu'on devient adulte. Donc, oui, la mère qui racontait des histoires s'est effondrée un jour en 2014, et c'est vrai que je suis passée de celle qui prenait en charge à celle qui avait besoin d'être prise en charge pendant un certain temps, et que ça a été certainement extrêmement, disons, apprenant pour tout le monde, mais difficile pour tout le monde aussi. Oui, c'est-à-dire ça va être à elles d'en faire, et elles ont certainement commencé d'en faire quelque chose. Oui, elles vont en faire quelque chose. De toute façon, ce sont des femmes maintenant. Elles mènent leur vie, elles construisent leur carrière, elles ont leurs amours, elles ont bientôt pour certaines des enfants. Le relais est passé, et je rentre dans un autre rôle qui sera celui de grand-mère, qui sera celui aussi d'une mère qui reprend son indépendance et sa vie de femme en tant qu'écrivaine, en tant que conférencière. Je suis redevenue aujourd'hui femme publique, et je pense que c'est aussi très certainement étonnant pour mon entourage de m'avoir à la fois vue pendant 20 ans tenir tout à bout de bras et gérer tambour battant, et puis un jour m'avoir vue effondrée dans un lit d'hôpital avec des couches-culottes et paraplégique totalement, et dévastée par la douleur, incapable de lire, d'écrire. J'étais plus mère, j'étais plus épouse, j'étais plus femme active, j'étais plus rien. Et le monde me renvoyait bien ça. Et puis de penser que on est arrivé à une accalmie où j'allais un peu mieux, mais c'était quand même pas flambant, mais ma vie semblait quand même un peu rangée du placard, quoi. Et paf, je réalise le rêve de mes 18 ans, je deviens écrivaine. Mon livre trouve un écho chez des gens de façon assez puissante, ce qui fait que j'ai un vrai courrier des lecteurs, et là mes filles ouvrent les grands yeux, certainement. Et puis, ça ne s'arrête pas là, puisqu'il y a ce premier TEDx, rien ne nous arrive par hasard, et en effet, rien ne nous arrive par hasard. Et au lieu de faire un petit TEDx qui, comme tout TEDx en français, fait 5 000 vues, 10 000 vues, et on est content, on est à 1 700 000, 1 800 000 vues. Il est traduit, sous-titré en anglais, en espagnol et en japonais. Et elles découvrent qu'elles ont une mère qui renaît de ses cendres comme un phénix, et que c'est peut-être ça le sens de la vie. On ne retient pas le côté chêne qui, à un moment donné, effectivement, a cassé face à la tempête, ni même le roseau qu'il ploie, parce que souvent, quand on parle de résilience, à chaque fois, c'est cette même image qui vient du roseau. Et pourtant, voilà, effectivement, il y a quand même une renaissance, une reconstruction, un nouveau chemin qui est hyper riche, et c'est ça qui attire, en fait, c'est ça qui parle, c'est ça qui donne la possibilité à chacun de se retrouver dans vos propos, dans votre combat. Oui, il y a ça, il y a le fait qu'en effet, de toute façon, si on me regarde et quand on m'écoute, je dis bien que je suis une femme ordinaire, que je suis une femme qui fait des conneries, que je suis une femme qui a eu des échecs, qui n'a pas été toujours extrêmement généreuse et bienveillante, qui a fait 15 000 erreurs. Maintenant, je le dis avec authenticité, c'est-à-dire que la femme qui vous parle là aujourd'hui, c'est la même qui est sur la scène du TEDx, c'est la même qui écrit,
C'est la même. Il n'y a pas 36 Nadalettes, il n'y a pas une Nadalette publique, une Nadalette privée. Non, je suis la même. Et je pense que c'est cette authenticité et cette capacité à dire autant que possible, autant que la vérité existe, la vérité, sa vérité, mais en tout cas de ne pas se travestir derrière un rôle, ne pas se travestir derrière des illusions ou un masque ou un déguisement, de dire ben voilà, tout ça c'est moi. Et si tout ça c'est moi, si aujourd'hui j'ai fait ce parcours difficile mais qui m'apporte quand même d'énormes satisfactions, ça veut dire que pour quelqu'un d'ordinaire, avec des problématiques différentes, des épreuves différentes, avec un tempo différent, pas besoin d'une paraplégie, pas besoin forcément d'être écrivaine, de même que quand on est handicapé, c'est pas forcément par l'exploit physique qu'on dépasse son handicap, ça peut être dans des choses du quotidien, ça peut être par de la création artistique, ça peut être par quelque chose qui vous tient à cœur et qui est éminemment personnel. Bref, c'est avec tout ça qu'on devient soi-même, et on ne devient pas soi-même à partir du moment où on est sur un espèce de piédestal glorieux et factice. Être soi-même, ce n'est pas de la brillance, ce n'est pas briller, c'est juste illuminer et s'illuminer soi-même. Ça me fait penser à ce dont vous parliez tout à l'heure à propos de la sororité, mais aussi à ce monde d'hommes dans lequel vous avez évolué. Vous pensez que une partie de ces personnes, de gens masculins que vous avez côtoyés dans votre vie, tout au long de votre parcours, font eux-mêmes quelque chose de cette authenticité, de cette Nadalette qu'ils voient aujourd'hui ou qu'ils entendent? Est-ce qu'ils l'entendent? Est-ce que vous avez des retours parfois? Est-ce que même finalement se disent il est temps moi aussi, à mon tour, que je devienne ou que je sois authentique pour moi, à commencer pour moi, avant même de penser aux autres, pour eux-mêmes. Les hommes que j'ai rencontrés, et c'est comme tout, il y en a eu des formidables, il y en a qui étaient sacrément plus avancés que moi, et puis il y en a eu des moyens, il y en a eu des franchement mauvais. Disons que dans ceux dont je ne garde pas un souvenir ébloui pour de multiples raisons, soit parce qu'ils avaient un ego surdimensionné, soit parce qu'ils étaient d'une pédanterie sans nom, soit parce que c'était des harceleurs, ce que je ne voudrais jamais que mes filles expérimentent, j'allais dire que j'ai mis dans les profils des personnes. Je suis pas chargée de sauver le monde. Je les accepte comme ils sont, j'ai pas de haine, je n'ai plus de haine, mais franchement, ils m'ont pourri la vie. Et c'est vrai que quand jeune femme, on est harcelé sexuellement par un de ses patrons, ça met un bémol à la confiance qu'on peut avoir après dans le monde de l'entreprise et dans la hiérarchie masculine. Donc en ça, ils sont profondément, j'allais dire, périlleux et dangereux parce qu'ils développent en nous des peurs qui n'ont pas de raison d'être. Donc ceux-là, on les met de côté. Mais nonobstant, si on regarde le reste du monde masculin, le monde masculin est tout autant en devenir et tout autant en difficulté que le monde féminin. Sauf qu'il part d'une base plus large et d'un consensus où ils avaient les rênes. Ça ne veut pas dire qu'ayant les rênes, il en était plus heureux. Et il y a deux choses, moi, qui me semblent importantes. Il y a ce mythe de la virilité, et bien entendu, j'ai un trou de mémoire que j'espère vous allez pouvoir récupérer du nom de cette autrice merveilleuse et amie en plus, dont je suis verte de honte, qui a écrit le mythe de la virilité. C'est un bouquin fabuleux. Et bien entendu, je ne le trouve pas dans ma tête. Là, je l'ai en plus dans ma bibliothèque et je ne vais pas sortir. On le retrouvera. Et donc, elle dit dans ce livre qu'en effet, les hommes, on leur a mis un saut d'obstacle avec ce mythe de la virilité qui les a coupés de plein de choses, tout autant castrés qu'on pouvait l'espérer, et les a coupés de leur capacité, de leur féminin et de leur capacité au bonheur et à être complet. Et puis aujourd'hui, dans le discours sur la virilité, oui, en effet, on va plus loin et on voit sur un plan sociétal toute la perte d'énergie et de talent qu'entraîne cette dictature de la virilité. Mais ça, c'est dramatique, et ça, c'est aussi une des choses sur lesquelles il faut se battre. C'est-à-dire que il faut pas, et c'est là où après avoir été une féministe qui aime bien être entre femmes, je dis, il faut quand même tendre la main aux hommes, parce que si on les aide pas à retrouver leur part de féminité et à être animus et anima conjoint, quelqu'un de complet, et à donner du sens, un meilleur sens à leur vie, on perd une partie de l'humanité à notre tour.
Mais bien sûr, bien sûr. Ils ont leur charge mentale à Terrible. eux. Ils ont aussi la puissance néfaste, si je puis dire, de l'effet de groupe. Parce que c'est très la dur meute. pour un homme aussi, c'est ça, d'assumer. Effectivement, on peut l'appeler cette partie féminine, mais on peut la nommer de différentes façons, d'être entier en réalité, avec toutes les facettes qu'on a tous en nous, et d'être complémentaires aussi. Je pense que on n'arrivera pas à trouver un certain équilibre tant qu'on n'entendra pas les unes et les autres, les hommes compris. C'est juste pas possible. Et ce qu'on voit, c'est que quand même dans la jeune génération, ces hommes qui ont entre 30 et 40 ans, il y a une prise de conscience aussi très importante et que on ne va plus vivre dans un monde où les hommes seront tels qu'ils étaient dans le passé et où les femmes resteront en petite souris en train de servir le thé, quoi. C'est fini, ça. Donc, heureusement, c'est fini. Je pense que l'avènement des réseaux sociaux aide énormément en ça. Et MeToo, oui, c'est violent, MeToo et tous ces mouvements, mais c'est nécessaire parce que personne n'arrivait à intégrer de façon puissante dans la société le fait qu'il y avait des abus sexuels, du harcèlement sexuel et de l'inceste. Donc, en effet, il y a un moment où, comme tout le monde joue l'omerta, il faut dire les choses violemment. Et il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas eu d'autre solution. Et c'est vrai que maintenant, le regard a changé et on dit finalement. Moi, j'ai énormément aimé le bouquin de Camille Kouchner. Elle n'est pas dans une violence vis-à-vis de ce prédateur sexuel. Elle décrit un fait de société. Elle décrit un fait de société. Oui, c'est un constat. À partir du moment où ce constat est fait, d'ailleurs sans violence, on ne peut plus agir de la même façon. Et on ne peut plus exprimer les mêmes opinions. Et on est obligé de le prendre en considération. En tout cas, il faut vraiment qu'on puisse avancer en ce sens et pouvoir entendre aussi sans que on ne retienne que la violence ou sans qu'on ne retienne que les victimes. Évidemment, il faut les retenir, mais il faut pouvoir aussi aller au-delà. Et puis, il faut pouvoir s'attaquer à la cause. Tout à fait. Et pour s'attaquer à la cause, il faut absolument mettre les choses sur la table. Exactement, exactement. Et c'est ce que, quand vous parlez dans votre TEDx « Je ne veux pas crever », vous parlez de choix de vie, d'intégrité, des rêves, et donc je pense ces rêves qui nous amènent à agir aussi. Ce sont eux qui nous portent, qui nous permettent d'être dans l'action. Donc là, si je retourne par exemple 30 ans en arrière, ce que vous n'avez pas pu faire quand à l'époque, si je me souviens bien, on vous a proposé de coucher pour pouvoir avancer professionnellement. Aujourd'hui, avec le mouvement qui est en cours justement depuis quelques années et avec MeToo, si vous aviez 30 ans, comment vous feriez ou qu'est-ce que vous conseilleriez? Est-ce que vous auriez éventuellement un conseil, oui, à donner aux jeunes femmes? Mais je pense qu'il y aurait plus ça, parce que en effet, j'avais 30 ans très exactement quand dans une entreprise où j'étais, mon patron de l'époque m'a dit écoute, c'est très simple, ou tu couches avec moi ou je te vire. Et en effet, il m'a viré et personne dans l'entreprise n'ignorait pourquoi il me virait. Puisque de toute façon, c'était un prédateur sexuel connu dans cette entreprise. Et à l'époque, il n'y avait pas de soutien. C'est-à-dire que moi, j'étais gênée, mon compagnon de l'époque était gêné, mais on n'aurait jamais mis les pieds sur la table. De toute façon, sur quelle table à qui on aurait pu le dire? Personne ne voulait entendre ça. Donc, il n'y avait qu'une solution. C'était celle qui a été choisie à l'époque, c'était que je me barre parce que c'était trop nocif et que c'était trop violent. Mais ça m'a laissé des traces indéniablement. Et aujourd'hui, moi je l'ai expérimenté dans d'autres entreprises quand il y avait des hommes qui avaient des comportements inappropriés dans des boîtes américaines, comme celle dans laquelle j'ai passé quand même plus de 20 ans. Il y avait immédiatement quelqu'un qui les dénonçait et ça faisait pas un pli. C'est-à-dire que quel que soit le niveau hiérarchique auquel ils étaient, on les stoppait vite fait, bien fait. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans la même logique. Alors, il y a encore probablement dans certaines boîtes du harcèlement, etc. Mais aujourd'hui, si dans les boîtes où il y a du harcèlement, il y a quand même à l'extérieur de l'entreprise, dans les sphères syndicales, associatives, etc., des lieux où on peut trouver de l'aide, ce qu'on ne trouvait pas quand ça m'est arrivé à l'époque.
Donc, Oui. oui, dans des grandes entreprises, il y a une prise en compte et une politique systématique de protection contre ce genre d'agissement. Et là où il n'y a pas de politique encore systématique et efficace de protection parce que la structure n'est pas assez grosse ou assez mûre, ou etc., et ça peut exister au niveau d'une petite entreprise, etc., il y a à l'extérieur, en tout cas, un monde qui est prêt à accueillir la parole et à soutenir la parole. Mais là, c'est justement les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, les mouvements. Agissent parce que je le vois bien vous avez dit les entreprises américaines, les entreprises anglo-saxonnes. Je pense que pour le coup, et effectivement, je connais plusieurs, sont plus avancées sur cette problématique. Les entreprises françaises, j'en suis encore à entendre beaucoup de choses, malheureusement. Et c'est grâce aux réseaux sociaux que je vois, alors, moi, les dernières entreprises par lesquelles je suis passée, c'est celles du monde de l'édition et du numérique. Malheureusement, là, ce sont les réseaux sociaux qui permettent de mettre la parole. Oui, voilà. Mais il y a énormément de travail à faire. J'en suis assez. Je suis dans l'expectative, en fait. Je suis très étonnée et en même temps, je ne le suis absolument pas. C'est mon cœur balance. Mais encore une fois, voilà, il y a des faits et les choses vont devoir changer. C'est sûr que les femmes ne se laissent plus faire et les hommes aussi. Il y en a quand même beaucoup, j'en vois autour de moi, qui prennent la parole et qui appuient, qui n'ont plus envie d'être témoins ou d'être pris à témoin sans pouvoir réagir. Et c'est ça qui me semble important aussi, c'est de pouvoir les encourager à dénoncer d'une manière ou d'une autre en s'appuyant sur les différentes associations, sur les RSE, sur tout ce qui est mis en place aussi au sein des entreprises. Il y a aujourd'hui la mise en place de quelque chose qui permet de s'appuyer, ce qui n'était pas le cas avant. Et je pense que plus il y aura de construction autour de ces appuis, plus le problème s'apaisera peu à peu. Et comme tout problème humain, il pourra toujours y avoir, il y a toujours des pervers, hommes ou femmes quelque part. Simplement, on les aura sous l'œil du typhon plus facilement. Mon identité se révèle tributaire du regard que je porte sur moi-même et du regard que les autres portent sur moi. Et je suis, comme beaucoup d'entre vous, pétrifiée par la peur d'être seule, d'être rejetée, d'être abandonnée, de disparaître. Pour Noah, aucun d'entre nous ne sait prédire ta vie, comme nul n'a su prédire les nôtres, et c'est bien ainsi. C'est à toi qu'appartient le présent et ton futur. Par contre, ce dont je suis certaine, quel que soit ton pays si tu as un pays, quelle que soit ta race si tu en as une, quel que soit ton genre et ta sexualité, quelle que soit ta culture que tu dessineras, quelle que soit la société dans laquelle tu vivras, que tu influenceras, quel que soit le climat dont tu ne me tiendras peut-être par rigueur et avec ce qui est dans ton berceau, mais aussi tout ce à quoi tu contribueras, c'est que nous t'attendions, Noah. Bienvenue. Je voulais revenir sur votre nouveau statut. Alors, vous disiez, vous êtes déjà grand-mère, vous allez l'être à nouveau bientôt, c'est ça ? Non, je vais l'être dans 2 mois. Donc même pas. Donc, ça arrive bientôt, un nouvel état. Oui. Et j'aimerais revenir avec vous sur la notion de transmission, sur ce qui nous traverse de génération en génération. Vous le disiez en renaissant à vous-même, vous avez choisi de réécrire votre histoire. D'offrir à vos enfants et à vos petits-enfants une autre voie, celle d'une vie faite d'authenticité, vous en parliez tout à l'heure. Et vous avez écrit un texte à ce sujet. Vous faites d'ailleurs partie des 590 autrices ayant participé au concours d'écriture collectif Sororista. Les femmes écrivent le monde de demain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce texte et sur le collectif ? Alors, sur le collectif, c'était une chose étonnante. En août dernier, donc on était en plein confinement, est arrivée l'annonce de ce concours Sororista, monté par un groupe de femmes formidables, et je peux pas les nommer toutes, donc je vais en nommer aucune et qu'elles me pardonnent par avance. Et ce groupe de femmes, essentiellement d'ailleurs basé dans la région de Toulouse, a monté ce concours en disant, en effet, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas d'expression de la parole des femmes. Et que on voit beaucoup de paroles d'hommes, mais on entend pas. Donc, ouvrons un concours sur le monde de demain pour savoir comment les femmes le voient. Et je crois que
le nombre de manuscrits a dépassé leurs espérances et qu'elles ont eu un vrai moment de grande solitude quand elles ont dû tous les lire, avec le comité de lecture, etc. Et finalement, elles ont retenu 20 autrices, dont je ne suis pas, et c'est très bien, pour ce prix de Sororista qui a été remis, il me semble, en décembre dernier. Mais ce qui était extrêmement... c'est pour ça que j'ai eu envie d'y participer, parce que ce qui était chouette, c'était qu'en fait, c'était un prix de femmes pour exprimer notre vision et pas une autre. Et c'était d'une diversité, ces textes, c'était juste phénoménal. Le recueil des 20 auteurs, des 20 autrices Sororista est un vrai bonheur. Il y a une richesse d'expression, il y a des idées mais insensées qu'on n'avait jamais entendues autrement. Et moi, je me suis retrouvée en effet en train d'écrire. Alors, en bonne rebelle, le brief m'a vite embêtée, c'est-à-dire que j'avais pas envie de répondre au brief. Donc du coup, je me suis laissée aller et j'ai écrit à cet enfant qui va naître donc en juin qui vient et dont je ne savais rien à l'époque. Et je lui ai écrit de surtout ne jamais suivre les règles. Et c'est ce qui me semble le plus important à partager. Mais j'avais pas envie d'écrire sur le monde de demain parce que quelque part, ma conviction profonde est que le monde de demain doit être fait par ceux de demain et que je n'ai pas envie de décider pour eux. Donc c'est en ça que j'étais mal à l'aise par rapport au thème et que comme quand je suis mal à l'aise, je fais autre chose. Mais vraiment, ce concours était, et j'espère qu'il y en aura d'autres, était d'une richesse formidable et l'enthousiasme de toutes ces femmes qui savaient en effet que sur, je sais pas, il y a dû avoir, je pense, 900 textes, si mes souvenirs sont bons. En effet, il y avait 20 gagnantes et c'était pas l'important d'être gagnant ou pas gagnant. L'important, c'était de dire j'ai fait ce premier concours des femmes. Et il y en aura. Mais c'est vrai que souvent, je me pose la question par rapport à ces écrits de femmes, sans être dans un genre dit ou qui se veut féministe, mais en étant du monde de l'édition, il y a des chiffres que j'ai pas en tête, mais je pense que j'essaierai de les trouver pour notre entretien. Au final, combien de femmes nous éditons chaque année versus des hommes? Le monde de l'édition est un monde d'hommes à la base. Je pense qu'il va falloir être beaucoup plus en quali pour ça, c'est-à-dire que c'est un peu comme le processus hiérarchique en entreprise. Les femmes ont leur place dans certaines, probablement dans certaines sections, dans certains genres. Elles ont leur place probablement à un certain niveau d'édition. Mais remontons sur les prix, remontons sur les grandes maisons d'édition, remontons sur ce qui est soutenu par le système. Et je pense qu'en effet, il y a eu des éditions des femmes, bien entendu, il y a eu plein de mouvements qui ont essayé de donner aux femmes plus de place et en dépassant le genre du roman, le genre du roman de gare. Enfin, il y a des genres où on n'a pas de problème à laisser la place aux femmes. Mais à partir du moment où on monte en puissance sur les tirages, puisque c'est une affaire économique malgré tout, et sur l'audience, c'est-à-dire quelle est l'influence qu'on peut avoir véritablement sur les gens qui vous lisent, là, la place est chère. Ah oui, malheureusement. Et c'est ça que je veux voir changer. Parce que même vous, au sein d'IBM, et c'est remarquable, et votre parcours est bien sûr, moi je trouve, remarquable, mais je constate très souvent que les femmes sont au niveau du marketing, au niveau de la communication, enfin les ressources humaines, postes de direction et voilà. Mais bon sang, même dans le numérique, enfin finalement, ou même en informatique, quand dans les premières années les femmes étaient présentes, elles ont vite été recalées et mises de côté pour laisser les postes de pouvoir et d'importance aux hommes, alors qu'elles étaient là au départ en informatique, les femmes. Elles ont codé à la NASA, etc. Et puis après, on les a évacuées gentiment bien fait. Et c'est vrai que quand j'ai démarré dans l'informatique, oui, on était des femmes au marketing et à la communication, ou éventuellement aux ressources humaines, mais du côté des chefs de produits, du côté du logiciel, du côté du code, etc. Non. Et aujourd'hui, quand on voit l'excellent travail fait par Sophie Vigier avec l'école 42, c'est juste formidable. Et c'est un travail qu'on soutient avec les Digital Ladies parce que il n'est pas pensable que ce secteur totalement novateur de la tech soit un secteur où il y a encore une fois pas de parité. Donc, bien plus ramener toutes les femmes qui le souhaitent dans
dans cette tech qui offre des opportunités formidables, travailler aussi avec diversité, ce qui ouvre les possibilités du numérique aux gens venus d'autres diversités et d'autres minorités, femmes et hommes, mais aussi se faire en sorte qu'en effet, les femmes comprennent qu'il n'y a pas de secteur interdit ou de secteur réservé. C'est ça, et qu'elles puissent se donner les moyens et de monter au créneau. Qu'on leur dise que c'est possible, c'est-à-dire qu'on leur dise qu'il y a des portes à ouvrir, parce que quand on ne sait même pas que les portes existent et qu'on ne connaît même pas le secteur, comment voulez-vous être candidate ? Oui, et puis d'autant plus qu'elles-mêmes, elles vont trouver des arguments pour se dévaluer, pour dire oui mais non, mais là je ne peux pas. Et puis l'informatique, bon, j'y ai quand même passé, j'ai traîné mes guêtres pratiquement donc depuis mes 28 ans. Il y a des secteurs qui sont très chouettes et très intéressants, et puis il y a des secteurs qui sont sacrément misogynes. Hein. Tout le secteur qui était le secteur plutôt technique n'était pas très ouvert et était franchement misogyne pendant des années. Donc c'est vrai que même quand on avait envie d'aller du côté technique et que ça pouvait être une passion, il fallait avoir le cœur bien accroché pour aller de temps en temps travailler avec des ingénieurs qui n'étaient pas des plus aimants. Non, et puis c'est vrai que rigoler aux blagues, sans arrêt aux blagues sexistes, ça va bien une fois, 2 fois, 3 fois, au bout de quelques mois ou quelques années. C'est ça. Enfin, moi, la première, je l'ai quand même vécu souvent, ça finit par être soit éreintant, soit on banalise, et cette banalisation, on se rend compte qu'elle nous tue à petit feu. En fait, ben oui. Et qu'on bascule doucement dans une sorte de déni, et c'est juste pas possible. En tout cas, pour moi, c'était pas possible. C'est pas possible, et puis il y a un moment où on perd son âme à accepter des qualificatifs ou des plaisanteries qui sont juste indécentes. Donc, c'est tout ça qu'on n'a pas envie de laisser à la génération qui vient. À nos enfants, à nos filles, même à nos petits-fils. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que nos filles. Moi qui ai filles et garçons, c'est toujours important pour moi de voir aussi comment lui reprend, essaye de reprendre tout ça à sa sauce, et je le vois sur les réseaux sociaux, hein. Il m'épate parfois dans les messages qu'il laisse à l'attention des femmes, ou même des hommes, en prenant la mixité, en prenant l'écoute, en prenant les droits que chacun a, qu'ils ont ensemble. Mais bon, malheureusement, je suis pas sûre qu'il y a assez de jeunes hommes à le faire encore, je trouve. Et j'aimerais vraiment pouvoir leur donner plus la parole, voilà, pour qu'ils le fassent, optimiste quand même, qu'ils se donnent le droit de le faire. Et du coup, j'ai une dernière question quand même pour ce podcast. J'ai l'habitude de la poser avant de terminer l'échange. Quelle serait votre définition à vous du flow et de rester dans son flow ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ? Ah oui, ça me parle vraiment, parce que c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, le jour où je me suis écoutée, et où je me suis rendu compte qu'en effet, il y avait cette espèce de souffle qui me traversait, qui m'alignait, et à certains moments de ma vie, sans que je comprenne pourquoi, alors à certains moments de ma vie, peut-être parce que les hormones prenaient aussi le dessus, et que c'était des moments miraculeux, comme l'arrivée d'un enfant dans le monde, mais un jour devant la mer, à voir un lever de soleil, à sourire à quelqu'un que je ne connais pas dans la rue, et ces moments où on était complètement un, corps, cœur et esprit, était quelque chose de fabuleux, et qu'en fait une des façons de bien vivre, c'est de les rendre contagieux dans sa vie, c'est-à-dire d'être capable de faire appel à cette mémoire. Et comment on fait appel à une mémoire ? C'est en l'entraînant, c'est-à-dire que tous les jours, se dire en se réveillant, hier il y a eu ce moment magique, et en fait pas si magique que ça, juste réel, ou cet après-midi ou ce soir je vais avoir les yeux de Florence dans les yeux, malgré que ce soit par vous, et c'est vrai. Et ça, c'est le flow. C'est exactement ça. C'est impalpable, ce n'est pas descriptible, il n'y a pas une recette absolue, mais c'est une mécanique du bonheur et de l'amour qu'on peut développer. C'est beau. C'est très beau. Ah oui, complètement. C'est pas moi qui dirais le contraire. J'ajouterais peut-être juste que du coup, à chaque fois, ou en tout cas c'est une question, vous jouissez du moment présent. Oui, et c'est nouveau.
C'est-à-dire que pendant quand même 50 ans de ma vie, j'ai toujours pensé que l'herbe était plus verte ailleurs, j'ai pensé que demain ça irait mieux, que j'allais avoir un meilleur job, que j'allais rencontrer des personnes plus aimables, que j'allais avoir quelque chose en plus. J'étais dans l'avoir terriblement. Puis un jour, j'ai arrêté tout ça, et c'est vrai que je suis dans l'être, et que plus je développe cette capacité, plus les choses arrivent, et sans que je fasse du tout d'effort, un champ des possibles incroyable. Un deuxième TEDx en plein confinement, c'est juste insensé. C'est-à-dire, bon, j'étais ravie du premier, mais je m'étais dit vraiment, en ce moment, il n'y a pas de scène. Bon, je suis ravie de mes trucs virtuels, mais ça manque un petit peu. J'ai envie de dire des trucs, mais j'ai pas l'occasion. Paf, coup de téléphone. Voilà, dans 10 jours, ça vous dit une scène à Bordeaux. On me l'aurait fait avec 8 ou 10 jours de plus de délai, ça aurait été sympathique, hein, surtout parce que il faut quand même non seulement écrire le texte, mais l'apprendre. Mais c'est juste du bonheur. C'est juste parfait. C'est juste parfait. Et le fait que je ne veux pas crever soit un texte qui me soit sorti vraiment des tripes, et ben il accroche aux tripes des gens, même s'il a été donné dans une scène où il n'y avait pas de public, ce qui rend les choses quand même pour l'orateur un peu difficile. Il a des messages tellement fondamentaux que il me met en contact avec des gens, et que ces gens, ça leur fait juste du bien, et c'est ça l'essentiel. Avec Flo, le podcast d'entretien intime, gai et combattant pour toutes celles et ceux qui veulent dépasser les obstacles de vie, découvrir le flow de la vie. Si vous aimez rester dans le flow, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous aimez utiliser. Ainsi, vous participerez à faire découvrir à d'autres des histoires inspirantes, des parcours de vie de résilientes, et contribuerez à redonner de l'espoir.